Ce sont ces faits qui font dire à certains historiens que la France représentait un nouvel Israël par son rôle au service de l'Église. Service qui avait commencé avec Clovis par l'éradication de l'arianisme qui avait infiltré jusqu'aux hautes sphères de l'Église. Comme vous voyez, il n'y a rien de nouveau dans l'Église. Périodiquement, elle est sujette aux mêmes attaques. Et en général, on trouve toujours le même ferment derrière. Je ne vous ferai pas un petit dessin. Petit rappel, au milieu traditionnaliste, et c'est des vacantistes, qui croient que les déviations de l'Église d'aujourd'hui sont uniques et annonciateurs de sa fin, le moins que l'on puisse dire, c'est que d'hérésie en hérésie, des bohémiens en hutistes, en albigeois, en cathares, en protestants, en gnoses de la Renaissance, jusqu'au modernisme d'aujourd'hui, la vie de l'Église ne fut pas un long fleuve tranquille. Il faut tout de même se rappeler de cela, avant de croire que c'est la fin des temps. Et trop commode. Et remarquons que dans toutes ces hérésies, on retrouve le ferment intellectuel révolutionnaire judaïque. Talmudique si vous préférez. On retrouvera ce rôle de la France en défense de l'Europe dans son rôle contre l'émergence du protestantisme. Et là encore, ce sera le politique, qui imposera la pacification du royaume, d'abord par l'intelligence d'un Henri IV, puis par l'action déterminée du cardinal de Richelieu. Je vous citerai un texte que mon père a cité dans son livre « L'Église occupée », texte de Richelieu qui disait à peu près ceci, je vous le cite de mémoire, si c'était à l'époque dont il parlait justement sur l'émergence du protestantisme, on avait empoisonné Erasme, etc., Luther et compagnie, ça aurait épargné beaucoup de sang à l'Europe. C'est très dur, mais c'est tellement réaliste. Ne vaut-il pas mieux éliminer au départ ceux qui vont bouleverser la société pour éviter à la société les maux dont nous avons vu le déroulement. Et ce qu'il nous manque aujourd'hui, ce sont des Richelieu. Lorsque l'on suit le déroulement de l'histoire de France, sa construction progressive selon le plan dynastique, une question vient à l'esprit. Qu'est-ce qui a cassé cette dynamique qui, par vents et marées, avait permis à la France de se constituer, de se développer, jusqu'à devenir la nation la plus puissante d'Europe et même du monde à l'époque. Eh bien, lorsqu'on analyse l'action des derniers rois de France, une évidence saute aux yeux. Ils ont progressivement cessé d'être fidèles aux principes constitutifs de la nation française. À commencer par Louis XIV, qui se refuse à consacrer à nouveau son royaume à la Sainte Vierge, contrairement à Louis XIII. Et puis un autre élément majeur. À partir de Louis XIV, la monarchie française cesse de s'appuyer sur le peuple contre les oligarchies de l'époque, comme de tout temps, la haute aristocratie et la finance, représentée par la haute bourgeoisie.
Cour de Versailles avec ses fastes, ses intrigues, ses courtisans, ses fêtes ruineuses, alliées aux guerres coûteuses, allaient préparer les conditions de la Révolution dite française. Rappelez-vous aussi le mot de Louis XIV à ses courtisans qui se plaignaient de leurs dépenses pour paraître à Versailles, auxquels il conseillait d'épouser des filles de riches juifs. Et on en a l'exemple, notamment avec la progéniture du banquier Samuel Bernard. C'est historique tout ça, je n'invente rien. Et c'est sur ce terreau d'une société jouisseuse qui se déchristianise, qui oublie le service du royaume, qui appauvrit ses serfs pour paraître à Versailles, que vont prospérer les idées des Lumières, faiseurs d'utopie, appuyées sur la fermentation maçonnique. Je ne vais pas vous faire l'historique de l'apparition de la maçonnerie, vous l'avez dans mon livre qui est consacré à ce sujet-là. Par contre, je vais rappeler un certain nombre de ces caractéristiques, car elles sont le support des valeurs de la République, dont nous voyons tous les jours les effets dévastateurs sur la société depuis que ces principes inspirent la République. Première notion à connaître, les origines du mot franc-maçonnerie. On croit communément que le mot dérive de l'anglais Freemason, c'est-à-dire maçon libre, par opposition aux maçons qui ne l'auraient pas été ceux des bâtisseurs de cathédrales. C'est déjà une indication que quoi que prétende la maçonnerie qui veut se faire passer comme la continuité de la maçonnerie opérative du Moyen-Âge, donc chrétienne, elle en est le contraire. Maçonnerie spéculative contre maçonnerie opérative, celle des bâtisseurs de cathédrales. Il y a une autre thèse intéressante sur l'origine du mot Freemason. Il dériverait de l'hébreu, alors je ne parle pas l'hébreu, donc vous m'excuserez si vous parlez l'hébreu. Ça viendrait du mot Freemason, je ne sais pas comment ça se prononce, donc, qui signifie suite de la Mishnah, c'est-à-dire le second livre du Talmud. Or, cette filiation, à supposer qu'elle soit exacte, a tout de même l'intérêt d'indiquer la filiation intellectuelle kabbaliste de la secte maçonnique que l'on retrouve dans ses textes, dans ses grades, dans ses symboles, et on va le voir. Cette filiation est confirmée par d'autres preuves, telles par exemple la devise du 13e degré des grades symboliques du Royal Arch, qui stipule, je cite, « Pour le bien de la maçonnerie en général et pour celui de la nation juive en particulier ». Ce qui confirme sans ambiguïté la filiation idéologique de la maçonnerie avec le judaïsme. Autre preuve, dans un rituel maçonnique de 1723, à la question « Où se tint la première loge ?», l'initié doit répondre « Sous le porche de Salomon, les deux colonnes s'appellent G et B ». C'était l'allusion aux deux colonnes de nuée et de feu, citation, Chacune et Boaz, qui guidaient les Hébreux jour et nuit, selon la légende juive.
De même, deux auteurs francs-maçons, Luc Neuffontaine et Jean-Philippe Schreiber, vous trouverez ça dans mon livre La maçonnerie, dans leur livre Judaïsme et maçonnerie, Histoire d'une fraternité, font remarquer qu'aux États-Unis, citation, aux États-Unis, au Canada, en Australie, entre autres, si d'aventure il n'y avait pas de synagogue, le temple maçonnique en tenait lieu et servait au culte israélien. Que voulez-vous de plus comme démonstration? Ainsi, la franc-maçonnerie est bien une création juive reposant sur la Kabbale talmudique, contrairement à ce qu'affirme un certain Maran Bernard Anthony dans ses pseudo-vérités sur la maçonnerie. On pourrait l'appeler contre-vérité sur la maçonnerie. Voyons maintenant comment la maçonnerie se présente pour attirer les naïfs dans ses filets. Les constitutions d'Anderson, publiées par le franc-maçon anglais James Anderson, protestant, comme des aguets d'ailleurs, il faut remarquer ça, qui est une sorte de bréviaire maçonnique, représente le parfait exemple du double visage de la maçonnerie. Je cite. Un maçon est obligé, de par sa tenure, d'obéir à la loi morale. S'il entend bien l'art, alors entre parenthèses, pour écrire la chose, c'est-à-dire la règle maçonnique, il ne sera jamais un athée stupide ou un libertin irreligieux. On juge plus commode de nos jours de ne les obliger qu'envers la religion, sur laquelle tous les hommes se mettent d'accord, laissant à chacun la liberté de ses opinions personnelles. Cette religion consiste à être un homme de bien et sincère, homme d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les limiter. C'est là un parfait tissu de mensonges, car pour ne parler que de la référence à homme d'honneur et de probité, il faut savoir que de son temps, Anderson était considéré, y compris parmi ses adeptes, pour un faquin. Et on ne peut pas dire non plus qu'au cours de l'histoire des républiques maçonniques que nous avons jusqu'à aujourd'hui, l'honnêteté, la probité, la morale aient fait partie de leur panoplie. Pourtant, c'est ce texte d'Anderson qui fait béer d'admiration un certain abbé gnostique de Tanoir, Guillaume de Tanoir, dans sa défense de la maçonnerie et du judaïsme. Un autre auteur maçon, Édouard Plantagenet, alias Engel, fait lui aussi une présentation tout aussi rassurante de la maçonnerie dans son livre La franc-maçonnerie en France. Je cite, « La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressiste, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. La franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à
tous les membres de l'humanité le lien fraternel qui unit ces francs-maçons sur toute la surface du globe. Elle recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple. Le franc-maçon a pour devoir, en toutes circonstances, d'aider, d'éclairer, de protéger son frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l'injustice. Philanthropique, philosophique et progressiste, ayant pour principe la tolérance mutuelle. Que de beaux mots ronflants. Mais qu'en est-il en réalité? Voyons donc rapidement ce qu'il recouvre. Premièrement, sur la liberté et la tolérance envers ceux qui entrent en maçonnerie, ce texte du franc-maçon Ragon dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire la base de la maçonnerie, petit niveau. Il stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. » Ainsi, contrairement aux citoyens qui adhèrent au programme officiel d'un parti, lui-même déjà trompeur, celui qui entre en maçonnerie ignore à quoi il s'engage. Il n'est plus libre. Le cynisme d'un autre haut initié, Albert Pike, petite parenthèse, qui fut le créateur du Ku Klux Klan. Ah, comme c'est curieux. Ah, comme c'est curieux. Confirme, vous avez ça dans mon livre. Vous avez tout ça dans mon livre. Confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmas. Je cite. Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Aux princes de la maçonnerie? Mais on touche là à l'une des caractéristiques essentielles de la maçonnerie, qui n'est pas une société secrète, mais une superposition de sociétés secrètes dont les bas degrés ne savent pas ce que veulent et préparent les hauts degrés supérieurs, et encore moins les princes de la maçonnerie, comme dit Pike, ce qu'on appelle aussi les supérieurs inconnus. De même, dans les recommandations aux frères enquêteurs, citées par mon père dans son livre Le secret des francs-maçons, il est spécifié, je cite, qu'ils, c'est-à-dire les frères enquêteurs, doivent s'entourer de toutes les garanties, même poussées à l'exagération, avant d'accepter un profane. Quant aux profanes, c'est-à-dire les candidats maçons, ils sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira même jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. Éventuellement, au moment des questions, on pourrait me poser la question là-dessus. J'ai une expérience personnelle. Oui, dans cela, la liberté du citoyen. De celui qui rentre en maçonnerie à la recherche de la liberté. Pauvre naïf. En fait, il n'est plus un homme libre, il a renoncé librement à sa liberté. Deuxièmement, sur la morale maçonnique.
suffit de citer quelques livres de hauts maçons. La messe noire du haut initié sataniste du XIXe siècle, Stanislas de Goïta. Le plaidoyer pour Satan, publié dans la revue maçonnique L'Acacia, d'octobre 2024. Le livre La sorcière du franc-maçon Michelet. Essai sur la liberté et la nécessité, le plaisir et la souffrance du juif franc-maçon américain Benjamin Franklin, qui préfigurait déjà un autre maçon, le marquis de Sade. Les élucubrations sexualo-lucifériennes du Templi Orientis d'Aleister Crowley, dont nous avons un représentant dans les milieux du Front National, qui s'appelle je vous le dirai tout à l'heure. Et c'est... Hein? Réfléchissez un petit peu. Je dirai. Et puis encore, Lord le Dispenser, qui fut un haut maçon du XVIIIe siècle, là encore citation, l'un des débauchés les plus notoires d'Angleterre, qui organisait chez lui une sorte d'ordre monastique, sacrilège, les fameux moines de Mac Homenham, qui se réunissaient en costume religieux et liturgique pour blasphémer tout en buvant et en faisant l'amour. Pourquoi pas? Non, la morale invoquée dans les constitutions d'Anderson, lui-même un coquin et une fripouille selon ses contemporains, n'a rien de commun avec la morale chrétienne ou tout simplement naturelle, n'en déplaise à l'abbé de Tanoirne. Elle est satanique. Remarque intéressante, celle de Jules Boucher, maçon, dans la revue Humaniste numéro 199, vous savez que c'est la revue du Grand Orient de France, il en donne le véritable visage. Voilà ce qu'il dit. La vertu n'est pas la moralité du comportement privé, mais une qualité politique, le civisme. Ainsi, la phraséologie morale-vertu, maçonnique, ne veulent dire, dans le sens maçonnique, que stricte observance des principes maçonniques. Ce que l'on peut traduire ou résumer selon cette formule, obéissez et vous serez vertueux. Tel est le développement moral et intellectuel et culturel de ces adeptes invoqués par la maçonnerie. Sous couvert de liberté, de lever des tabous, le vice lui est devenu une arme politique pour dépraver et neutraliser le citoyen. Troisièmement, sur le complot que certains nient, y compris dans leur milieu, j'ai cité tout à l'heure l'abbé Tanoir, mais aussi l'abbé Cellier, qui fait toujours partie de la fraternité Saint-Pédis, il faut rappeler la recommandation d'Adam Weishaupt. Weishaupt, qui était un juif converti au catholicisme, puis passé à la maçonnerie, et surtout le fondateur de ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière, ou si vous préférez, les Illuminati, comme on dit aujourd'hui, qui existent malheureusement toujours. Voilà ce qu'il annonçait. Je parle bien du complot. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Là encore, oui, la liberté du citoyen et celle de celui qui est rentré en maçonnerie. Il est manipulé. De même, Roger Leray, plus proche de nous, grand maître du Grand Orient, qui rappelait au convent de 1968, la revue Humanisme encore, juillet 1969,
Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. C'est pas un complot, ça. Quant à Guy Piot, d'un point de vue initiatique, 1989, numéro 71, grand maître de la Grande Loge de France, il confirmait la recherche d'une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations, ceux de la Grande Loge tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel d'une terre patrie. Richard Dupuy, autre grand maître de la Grande Loge de France, lui aussi, d'un point de vue initiatique, 1989, numéro 71, affirmait « Nous travaillons à l'avènement d'une république universelle et cette république passe par l'Europe. » Soulignons au passage que tel est le personnage qu'un certain Serge de Beketch qualifiait dans Minute de mon grand ami. Voilà quels sont les ténors de ce qu'on appelle notre droite qui occulte la réalité des choses. Et je répète, au vu de ces déclarations, n'est-ce pas là la proclamation d'un complot? Mieux encore, si on peut dire, comme le confirmait le grand maître de la Grande Loge nationale de France, c'est-à-dire la loge la plus à droite, déiste, etc., fréquentable, selon certains, disait ceci. Chaque rite a ses particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. À la maçonnerie des Grandes Loges succédera le maçonnisme, qui sera la religion universelle. Alors à ceux qui vous disent, oui, la maçonnerie, le Grand Orient, oui, c'est de gauche, mais il y a la Grande Loge nationale qui, elle, est fréquentable, elle est de droite, elle est déiste, etc. C'est la même chose. Ils ne travaillent que des publics différents. Et voilà. Et je vais me faire un plaisir et surtout un devoir de redonner les noms de ceux qui participent à cette tromperie. J'ai cité tout à l'heure l'abbé Guillaume de Tanoirne, l'abbé Cellier, toujours en place à la Fraternité Saint-Pédis, Bernard Anthony, Daniel Amiche, Feu Emmanuel Ratier, je l'ai bien dit, Jean Sévillia, Yves Chiron, Pierre-André Taguieff, Jean-Louis Maxence, Patrice de Plumquette. Vous pouvez toujours m'interroger sur Ratier, je vous répondrai tout à l'heure. Sur les affaires, le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes ces républiques maçonniques que l'on connaît, depuis la Révolution dite française, ont été émaillées de grands scandales politico-financiers. Je vous ai parlé de James Anderson tout à l'heure, qui était considéré comme une fripouille, un faquin, tout ce qu'on voudra, par ses propres compagnons, si on peut dire. À l'ajouteur dépravé Philippe d'Orléans, dit Philippe Égalité,
grand maître du Grand Orient, cousin du roi et régicide, à Necker, au scandale de la Troisième et Quatrième République, et à la Cinquième, et les affaires des fils. L'affaire du collier de la reine, avec Cagliostro, le comte de Cagliostro, mais qui en fait s'appelait Joseph Balsamo, qui était un juif italien. Avec encore un idiot utile de l'époque, qui était le cardinal de Rohan. Il faut le savoir. Les affaires de Panama, l'affaire Dreyfus, Stavisky, l'assassinat du conseiller Prince, les affaires Finali, les bons du Trésor, l'affaire Hanau, celle des piastres, sous la Troisième et la Quatrième République. Toutes ces affaires dans lesquelles avaient trempé les Gambetta et Clémenceau. Ah, Clémenceau. Clémenceau. Grand patriote. Qui avait amené Charles Maurras à appeler au compromis nationaliste. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus encore. Je l'ai dit d'ailleurs dans le nationalisme français. Les apparences. Et puis Alfred Naquet, celui de la loi sur le divorce. Elle démontre le degré de corruption du monde politique et la mainmise juive et maçonnique sur la France. Et puis plus tard, les affaires du Carrefour du développement, de Schuller-Maréchal, des HLM de Paris, de l'PAC de Paris, dont le secrétaire était à l'époque un certain Henri de Lesquen. Les affaires du Sentier, dont les responsables s'évanouissent, disparaissent, se réfugient en Israël. D'où il est impossible de les extrader. Comme c'est commode. L'affaire du sang contaminé de Laurent Fabius, futur grand décideur du Conseil constitutionnel. Responsable mais pas coupable. Les multiples affaires de Sarkozy, de celles de Karachi, frégate de Taïwan, Bettencourt, Kadhafi, Big Malion, et puis de l'autre côté socialiste, Cahuzac, Thévenoud, et puis Christiane Taubira aussi, qui ne payait pas ses impôts. Vous vous rappelez ce texte qui disait, ce texte d'Anderson ou de l'autre que je citais, Engel, alias Engel, qui disait qu'il fallait que les maçons donnent l'exemple. Ben voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Les mots, l'apparence des mots, la tromperie des mots. Et puis aussi les meurtres, jamais expliqués. Des étranges morts de Robert Boulin, du général Stellin, les vols et détournements qui ne sont jamais remboursés par les auteurs à l'État complice, donc aux contribuables. Mais tout ça, cela fait partie des valeurs de la République. Valeurs de la République encore, les massacres perpétrés en leur nom par les grands ancêtres, au nom de la tolérance, bien entendu, et de la morale maçonnique. Carrier, celui des noyades de Nantes, qui annonçait « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière », ce qui fut fait. Westermann, qui, rendant compte à la Convention de la mission qu'elle lui avait confiée, se félicitait à son retour. Il n'y a plus de Vendée, elle est morte
sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais de Savonnet. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Les routes sont semées de cadavres. Valeurs de la République. Il faudrait aussi citer encore Arras avec le sinistre Lebon, Angers-Marseille et Lyon. Et Lyon, puisque nous y sommes. Sans oublier Paris avec les massacres de septembre et le passage incessant des charrettes conduisant à la guillotine du bon docteur Guillotin, franc-maçon lui-même. J'ai relevé un texte intéressant dans le livre de l'historien René Sédiot, dans son ouvrage Le coup de la Révolution française. Il tirait cette conclusion qui est lapidaire, parlant de cette époque. C'est la promotion démocratique de l'Holocauste. Oh, mais non, il n'y a qu'un seul Holocauste, vous me direz, n'est-ce pas? Et voilà ce que soutenait un certain Clémenceau à la Chambre des députés en 1891. Je cite. J'approuve tout de la Révolution. J'approuve les massacres de septembre, les noyades de Nantes, les mariages républicains où les vierges accouplées à des hommes par une imagination néronienne avant d'être jetées dans la Loire avaient à la fois l'angoisse de la mort et la souffrance de la pudeur outragée. J'approuve les horreurs de Lyon, où l'on attachait des enfants à la gueule des canons, et les égorgeurs de vieillards de 90 ans et de jeunes filles à peine nubiles. Tout cela forme le bloc glorieux, et je défends qu'on y touche. Je défends que sur un théâtre qui dépend de l'État, un dramaturge illustre vienne, après plus de 100 ans révolus, prononcer une parole de pitié qui serait un outrage aux manes augustes de Robespierre et de Marat. Vous savez qui il visait dans ce texte? Victorien Sardou, le grand-père de notre Michel Sardou. Et tout cela au nom de quoi? Mais de la tolérance maçonnique, voyons. Valeurs de la République et tolérance maçonnique encore, le pillage des biens de l'Église avec l'affaire des inventaires sous Jules Ferry et du petit Percombe. Valeurs de la République et tolérance toujours avec l'affaire des fiches mettant à la porte de l'armée les cadres de l'armée jugés trop réactionnaires ou catholiques sur base des fiches établies par le Grand Orient. Valeurs de la République encore et tolérance maçonnique, à nouveau avec les massacres de la Libération et Épuration. J'ai failli vous inclure le texte de rapports médicaux de l'époque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est atroce des tortures que ceux qui étaient emprisonnés ont dû subir. Coupage de tétons, reptation sur du verre, versement de pétrole sur les plaies, etc. Et j'en passe. J'en dirai pas plus. Il faut savoir ces choses-là. Et puis les assassinats des plus brillants de nos militaires, notamment les amiraux Darlan, Decoux et Platon. Platon, il faut le rappeler, qui fut... Il avait été chargé par le maréchal Pétain de surveiller la reconstitution éventuelle des sociétés secrètes. Vous savez ou vous ne savez pas que Vichy, après moult tergiversations à l'intérieur, avait fini par interdire la maçonnerie. Ce qui montre déjà à quel point, déjà Vichy avait été infiltré par
tous les cadres résiduels qu'elle avait récupérés de la Troisième République, dont un Pierre Laval, dont Camille Chotan et compagnie. Et puis un beau jour, Pierre Laval destitue, sans en référer au maréchal Pétain, l'amiral Platon, qui rentre dans sa propriété, je crois que c'était dans le sud-ouest. Et puis un beau jour, sa propriété est envahie par une bande de résistants, qui commence par le torturer, et ils le mettent à mort, écartelé entre des tracteurs. C'est historique, ça. J'ai toutes les références. Je l'ai noté dans le nationalisme français, je crois. Il faut savoir ces choses-là pour connaître l'ennemi. Si on ne connaît pas l'ennemi, on ne peut pas le combattre. Et rappelez-vous la vantardise de Pierre-Henri Teitgen, démocrate chrétien, s'il vous plaît, qui, à la Chambre, se vantait devant les députés communistes qui regrettaient que l'épuration n'ait pas été plus loin encore, qui disait « mais par rapport à nous, les grands ancêtres sont des enfants de cœur ». Et il se vantait des 120 000 exécutions officielles sous l'épuration, sans compter tout ce qui s'est réellement passé. Et nombre de familles en savent quelque chose. Et puis, venons-en à aujourd'hui. Valeurs de la République et tolérance maçonnique. L'avortement. Par la loi Veil-Giscard-Chirac de 1975, qui tourne autour des 200 000 par an de petits Français. Mais rassurez-vous, remplacé par environ 300 000 par an d'immigrés. Mais est-ce que vous vous rendez compte où nous allons si on ne réagit pas? Et vous savez que tout dernièrement, notre chère Marisol Touraine, ministre de la Santé, vient de décider le remboursement à 100% de l'avortement au titre de maladies graves. Valeur de la République. Nous allons donc devant une substitution de population si on ne réagit pas et rapidement. Et tel est l'aboutissement logique des faux principes de 1789 au nom des valeurs de la République. Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale de Hollande-Valls, expliquait sans détour dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Je cite. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps, c'est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. Régénération et expiation, dit-il. Mais on le comprend, cet homme. C'est ce que représente la France par le baptême de Clovis que la maçonnerie dont fait partie Vincent Peillon, membre du Grand Orient et illustre représentant de la communauté juive alsacienne, veut détruire. Et, à mon humble avis, ce fut là le but de la révolution dite française. Si cette révolution a éclos en France, c'est du fait du rôle que jouait la France. Peillon marque bien la filiation idéologique des valeurs de la République jusqu'à aujourd'hui.
Voilà ce qu'il poursuit. 1789, année sans pareille, est celle de l'engendrement, par un brusque saut de l'histoire, d'un homme nouveau. La Révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de loi. Table de loi. Leur loi talmudique. Tolérance et valeurs de la République encore dans la déclaration de Christiane Taubira du 3 février 2013 à l'Assemblée nationale. Il faut arracher les enfants au déterminisme de la religion et de la famille. Et quand le marin Manuel Valls proclame le 31 mars, c'est dans Réplique laïque que j'ai trouvé ça, je cite, que si Marine Le Pen l'emportait, il supprimerait le processus électoral. On est toujours dans leur conception de la tolérance au nom de leurs valeurs de la République. Et toujours Manuel Valls, lors de son hommage aux victimes de l'hypercacher, qui disait ceci. La flamme du judaïsme est l'âme de la République, côte à côte fraternelles, comme elles le sont depuis près de 2 siècles. N'est-ce pas là la confirmation que la révolution dite française fut avant tout une révolution juive? Et c'est pour cette raison, petit rappel historique, qu'Adrien Duport fit adopter l'émancipation des Juifs par la Constitution. Et pourtant, ce ne fut pas chose aisée, car avant de l'obtenir, il dut s'y prendre à 14 fois. Vous vous rendez compte, même à l'époque, les révolutionnaires de l'époque n'étaient pas prêts tout de même à accepter ça. Tout de même intéressant. 14 fois, il dut revenir à la charge. Et ce n'est qu'à la veille de la clôture de l'Assemblée que la loi fut votée lorsque Regaud, virgule, de Saint-Jean d'Angélis, donc c'est pas du tout un nom aristocratique, il était de Saint-Jean d'Angélis, eut averti, je cite, « Je demande que l'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. » Ah bon? C'était reconnaître que combattre l'émancipation des Juifs, c'était combattre la Révolution. Et vous comprenez pourquoi la déclaration de Manuel Valls entre exactement dans cette même optique, en reconnaissant que l'élément moteur de la Révolution fut essentiellement juif. Et puis aussi, on peut s'attarder un petit moment, c'est un détail, comme diraient certains, les valeurs de la République avec l'aspect antisocial, quand par un simple décret, on rend imposables les masses les plus
appauvri de la France les retraités, par exemple, en leur faisant doubler ou tripler leurs impôts. Vous avez vu ça dernièrement dans les actualités. Oh, ça n'a pas été long, hein, on n'a pas parlé longtemps. Le mot d'ordre est passé, chut, silence, on n'en parle pas. Comme c'est curieux. Et c'est pour ça que quand je parle de la Révolution, ça a été d'ailleurs le titre d'une de mes conférences, une révolution faite au nom du peuple contre le peuple. Telles sont les valeurs de la République, que ce soit avec un gouvernement libéral ou socialo-marxiste. Pourquoi? Parce que les maîtres qui sont derrière sont les mêmes. Voilà donc sur quoi reposent les valeurs de la République. Ce ne sont pas celles de la chrétienté. Petite parenthèse, je dirais que je fais une fixation, mais enfin, il y a des choses tout de même, il ne faut pas aller trop loin quand même, pas pousser, pas se moquer du monde. Et je vous rappellerai, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, que pour M. Bernard Antony, la devise liberté, égalité, fraternité est d'origine chrétienne. Ah bon? Donc vous voyez, avec de pareils individus qui polluent nos milieux, comment voulez-vous que les milieux dits nationaux et catholiques comprennent quelque chose à ce qui leur arrive? Et vous comprenez la raison de ma dureté. Face à cette situation, à ce complot, mis en place dès la Révolution de 1789 par ses principes judéo-maçonniques, il y a deux attitudes possibles. Ou bien on se lamente, on nie le complot, et l'on se couche. Ou bien on réagit, on dénonce le processus, on met en garde les Français de ce qui va leur arriver s'ils ne réagissent pas. On utilise tous les moyens possibles, même électoraux, avec le Front National, pour aussi imparfait qu'il soit, pour détruire ce processus qui nous détruit. Lorsque je dis que le propre des faux principes est de comporter leur autodestruction par les calamités et les malheurs qu'ils engendrent, on en trouve la traduction par ce sondage qui a été soigneusement occulté du journal Le Monde, selon lequel 75% des Français ne font plus confiance ni à l'État ni à la République. 88% rejettent catégoriquement les partis politiques. 87% jugent François Hollande incompétent. Je ne suis pas le seul. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'incompétence. Je dirais qu'il est très compétent dans la destruction. Nuance. 61%, Sarkozy était pas mal, Chirac était pas mal, et tutti quanti. 61% se déclarent prêts à manifester, ils étaient 30% en 2010. 50% ne croient plus au système démocratique et souhaitent un homme fort à la tête du pays, voire même pour 12% que la France soit dirigée par l'armée. Ça, on verra, c'est une autre histoire. Donc, à nous de savoir utiliser ce rejet. L'idéologie issue de la Révolution dite française doit être détruite si on veut que notre pays survive. C'est la condition sine qua non. Et cela ne peut se faire que par une action systématique, acharnée de nous tous, auprès de nos enfants, petits-enfants, amis, relations dans le milieu du travail.
expliquer le pourquoi de ce qui se passe. On ne va pas vous croire du premier coup. D'abord parce que ceux auxquels on explique les choses, ça les dérange, ils ne veulent pas voir. Ça les forcerait à bouger. Mais bottez-leur leurs fesses et dites-leur, venez pas pleurer après. On vous a prévenu. Et vous leur présentez des textes de référence. C'est pour ça que j'ai écrit ces 3 principaux livres que j'ai amenés aujourd'hui. Il y en a d'autres. Notre ami les a cités tout à l'heure. Je crois qu'avec ces 3 livres, vous avez la panoplie de toutes les citations de l'ennemi. Je n'avance jamais rien par moi-même. Je fais juger l'ennemi par lui-même, par ses propres textes. Et ça, c'est imparable. Et donc, je vous demande, peut-être aurez-vous passé un bon moment ici, mais je vous demande, ne partez pas sans vous dire, je vais transmettre. C'est votre devoir, ne vous contentez pas de pleurer. Et je vais vous citer un texte que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, qui est notamment dans mon livre Le nationalisme français, cette réflexion d'André Chénier, qui était en fait André de Chénier, qui avait été partisan de la Révolution, encore un qui avait cru en la Révolution, à ses pseudo-beaux principes de départ affichés, et qui a fini par comprendre, comme Joseph de Maistre et d'autres, et qui allait d'ailleurs être guillotiné. Je parle de Chénier. Voilà ce qu'il disait à l'époque. La peur, qui est un des premiers mobiles de toutes choses humaines, joue aussi un grand rôle dans les révolutions. Elle prend le nom de prudence, et sous prétexte de ne pas vouloir compromettre la bonne cause, elle reste muette devant la faction dominante, tergiverse, ne dit la vérité qu'à moitié, et seconde par cette mollesse les entreprises d'un petit nombre d'audacieux qui s'embarrassent peu que les gens de bien les estiment ou les approuvent, pourvu qu'ils se taisent et laissent faire. Je laisse cela à votre réflexion et j'arrête là. Merci de votre attention.